Le docteur Bouvière, lui aussi, aura été un visage fugitif de cette époque. Je me demande s'il est encore vivant. Peut-être a-t-il trouvé sous un autre nom, dans une ville de province, de nouveaux disciples. Hier soir, le souvenir de cet homme m'a causé un rire nerveux que j'avais de la peine à réprimer. Avait-il vraiment existé? N'avait-il pas été un mirage, causé par le manque de sommeil, l'habitude de sauter des repas et d'absorber de mauvaises drogues? Mais non. Trop de détails, trop de points de repère me prouvaient qu'un docteur Bouvière, à cette époque-là, avait bel et bien tenu ses assises dans les cafés du 14e arrondissement. Nos chemins s'étaient croisés quelques mois avant que j'aie eu cet accident, et je dois avouer qu'à l'Hôtel-Dieu, au moment où il m'avait appliqué la muselière noire sur le visage pour me faire respirer de l'éther et m'endormir, j'avais pensé à Bouvière à cause de son titre de docteur. J'ignore à quoi correspondait ce titre, s'il était l'un de ses grades universitaires ou s'il avait sanctionné des études de médecine. Je crois que Bouvière jouait de cette confusion pour bien suggérer que son enseignement couvrait de vastes domaines, y compris la médecine. La première fois que je l'avais vu, ce n'était pas vers Montparnasse quand il tenait ses réunions, mais de l'autre côté de Paris, sur la rive droite, exactement au coin des rues Pigalle et de Douai, dans ce café qui s'appelait le Sans Souci. Il faut que j'indique ce que je faisais là, quitte à revenir un jour plus longtemps sur ce sujet. Je fréquentais certains quartiers de Paris, à l'exemple d'un écrivain nommé le Spectateur nocturne. La nuit, dans les rues, j'avais l'impression de vivre une seconde vie plus captivante que l'autre, ou simplement de la rêver. Il était environ 8 heures du soir, l'hiver, et autour de moi il n'y avait pas grand monde. Mon attention avait été attirée par un couple assis à l'une des tables, lui, les cheveux courts et argentés, la quarantaine, un visage osseux et des yeux clairs. Il n'avait pas quitté son pardessus, elle, une blonde du même âge. Elle paraissait diaphane, mais les traits de son visage exprimaient de la dureté. Elle lui parlait d'une voix grave, presque masculine, et les phrases qu'il m'arrivait de capter, on aurait dit qu'elle les lisait, tant sa diction était nette. Mais je ne sais quoi dans son allure s'harmonisait bien avec le quartier Pigalle de cette époque. Oui, j'avais supposé d'abord que ce couple était propriétaire d'une des boîtes de nuit des environs, ou plutôt elle seule, avais-je pensé. L'homme devait se tenir en retrait. Il l'écoutait parler, il avait sorti de sa poche un fume-cigarette, et j'avais été frappé de la préciosité avec laquelle il l'avait mis à sa bouche, en faisant un léger mouvement du menton. Au bout d'un certain temps, la femme s'était levée et lui avait dit de sa voix bien timbrée, en détachant les syllabes, « La prochaine fois, vous penserez à mes recharges. » Et cette phrase m'avait intrigué. Elle avait été prononcée d'un ton sec, presque méprisant, et l'autre avait hoché docilement la tête. Puis elle avait quitté le café d'un pas assuré sans se retourner, et il paraissait contrarié. Je l'avais suivie du regard, elle portait un imperméable doublé de fourrure, elle avait pris la rue Victor-Massé sur le trottoir de gauche, et je m'étais demandé si elle allait entrer au Tabarin, mais non. Elle avait disparu. Dans l'hôtel un peu plus bas? Après tout, elle aurait pu diriger un hôtel aussi bien qu'un cabaret ou qu'une parfumerie. Lui, il demeurait à sa table, tête basse, pensif, le fume-cigarette pendant au coin des lèvres, comme s'il venait de recevoir un coup. Sous la lumière du néon, son visage était recouvert d'un voile de sueur et d'une sorte de graisse grise que j'avais souvent remarqué chez les hommes que les femmes font souffrir. Il s'élevait à son tour, il était de haute taille, le dos légèrement voûté. À travers la vitre, je le voyais descendre
la rue Pigalle d'une démarche de somnambule. Telle avait été ma première rencontre avec le docteur Bouvière. La seconde se fut une dizaine de jours plus tard, dans un autre café du côté de Denfert-Rochereau. Paris est une grande ville, mais je crois que l'on peut y rencontrer plusieurs fois la même personne, et souvent dans les lieux où cela paraîtrait le plus difficile: le métro, les boulevards. 1, 2, 3 fois. On dirait que le destin ou le hasard insiste, voudrait provoquer une rencontre et orienter votre vie vers une nouvelle direction, mais souvent vous ne répondez pas à l'appel. Vous laissez passer ce visage qui restera pour toujours inconnu, et vous en éprouvez un soulagement, mais aussi un remords. J'étais entré dans ce café pour acheter des cigarettes et il y avait la queue devant le comptoir. La pendule tout au fond indiquait 7 heures du soir. Au-dessous de celle-ci, à une table, au milieu de la banquette de moleskine rouge, j'ai reconnu Bouvière. Il était entouré par plusieurs personnes, mais elles occupaient des chaises. Bouvière seul était assis sur la banquette, comme si cette place plus confortable lui revenait de droit. La graisse grise et la sueur avaient disparu de son visage, et le fume-cigarette ne pendait plus au coin de ses lèvres. Ce n'était plus le même homme. Cette fois-ci il parlait, il avait même l'air de tenir une conférence que les autres écoutaient religieusement. L'un d'eux couvrait de notes un grand cahier d'écoliers, des filles et des garçons. Je ne sais pas quelle curiosité m'a pris, sans doute le désir de répondre ce soir-là à la question que je me posais: comment un homme peut-il changer à ce point selon qu'il se trouve à Pigalle ou à Denfert-Rochereau? J'avais toujours été très sensible au mystère de Paris. À la table voisine de la leur, j'ai choisi de m'asseoir sur la banquette pour être encore plus proche de Bouvière. J'ai remarqué qu'ils avaient tous bu des cafés, et j'ai commandé moi aussi un café. Aucun d'eux ne m'a prêté attention. Bouvière ne s'était pas interrompu au moment où j'avais tiré la table. J'avais trébuché contre le pied de celle-ci et j'étais tombé sur la banquette à côté de lui. Je l'écoutais attentivement, mais je comprenais mal ce qu'il disait. Certains mots n'avaient pas le même sens dans sa bouche que dans la vie courante. J'étais étonné de voir combien il avait d'emprise sur son auditoire. Tous buvaient ses paroles, et le type au grand cahier d'écolier ne cessait de prendre des notes en sténo. Il provoquait leur rire de temps en temps par des remarques sibyllines qui devaient souvent revenir dans sa bouche comme des mots de passe. Si j'en ai le courage, j'essaierai de me rappeler les formules les plus caractéristiques de son enseignement. Je n'étais pas sensible aux mots qu'il employait. Je ne leur trouvais aucun écho ni aucune phosphorescence. Leur sonorité dans ma mémoire est devenue aussi grêle et désolée que les notes d'un vieux clavecin. D'ailleurs, maintenant que la voix du docteur Bouvière ne peut plus les mettre en valeur, il ne reste que des mots éteints dont il m'est difficile de saisir le sens. Je crois que Bouvière les empruntait plus ou moins à la psychanalyse et aux philosophies extrêmes orientales, mais je ne voudrais pas trop m'aventurer sur des terrains que je connais mal. Il a fini par se tourner de mon côté et il a remarqué ma présence. D'abord, il ne me voyait pas, et puis il a posé une question à son auditoire du genre « Vous comprenez ce que je veux dire ?» en me fixant du regard. À ce moment-là, j'ai eu l'impression de me fondre dans le groupe, et je me suis demandé si pour Bouvière il y avait une différence entre les autres et moi. Je suis sûre que dans ce café, autour de la même table, son auditoire se renouvelait, et s'il avait une petite poignée de fidèles,
Une garde rapprochée, plusieurs groupes certainement se succédaient chaque soir de la semaine. Il confond tous ces visages, tous ces groupes, me disais-je. Un de plus, un de moins. D'ailleurs, par moments, il semblait se parler à lui-même, n'être plus qu'un acteur qui monologue devant un public anonyme. Quand il sentait que l'attention autour de lui atteignait son comble, il aspirait sur son fume-cigarette si fort que ses joues se creusaient, et sans rejeter la fumée, il s'interrompait quelques secondes pour vérifier que tous, ils étaient bien suspendus à ses lèvres. Ce premier soir, j'étais arrivé vers la fin de la réunion. Au bout d'un quart d'heure, il s'est tu. Il a posé sur ses genoux une serviette mince et noire, d'un modèle élégant, de celle que l'on achète chez les grands maroquiniers du faubourg Saint-Honoré. Il en a sorti un agenda relié de cuir rouge, il l'a feuilleté. Il a dit à son plus proche voisin, un garçon à visage d'épervier, « Vendredi prochain, aux Œillères, à 8h. » Et l'autre l'a noté sur un calepin. À première vue, il devait lui servir de secrétaire, et j'ai supposé qu'il était chargé d'envoyer des convocations. Bouvière s'est levé, en se tournant de nouveau vers moi. Il m'a lancé un sourire protecteur, peut-être pour m'encourager à assister désormais à leur réunion. En qualité d'auditeur libre, les autres se sont levés dans un même élan, j'ai suivi le mouvement. Dehors, place d'Enfer Rochereau, il se tenait au milieu du groupe, il avait une parole pour l'un et pour l'autre, comme ces professeurs de philosophie un peu bohèmes, qui ont l'habitude de boire un verre avec leurs élèves les plus intéressants à la fin du cours et jusque tard dans la nuit. Et moi, j'étais dans le groupe. Ils l'ont raccompagné jusqu'à sa voiture. Une blonde, dont j'avais remarqué le visage mince et sévère, marchait à ses côtés, et il semblait avoir avec elle une plus grande intimité qu'avec les autres. Elle portait un imperméable de la même couleur que celui de la femme à Pigalle, mais son imperméable à elle n'était pas doublé de fourrure. Et ce soir-là, il faisait froid. À un moment, il lui a pris le bras, et les autres ne paraissaient pas s'en étonner. Arrivés devant la voiture, ils ont encore échangé quelques propos. Je restais un peu à l'écart. Le geste qu'il a eu pour mettre à sa bouche son fume-cigarette n'avait pas cette préciosité qui m'avait frappé à Pigalle. Au contraire, le fume-cigarette lui donnait quelque chose de martial. Il était entouré par son état-major et il lui communiquait ses dernières instructions. La fille blonde, en imperméable, demeurait si près de lui que leurs épaules se touchaient. Son visage était de plus en plus sévère. On aurait dit qu'elle voulait tenir les autres à distance et leur signifier qu'elle occupait auprès de lui une place privilégiée. Il est monté dans la voiture avec cette fille qui a claqué la portière. Il s'est penché à la vitre, en faisant du bras un geste d'adieu au groupe, mais comme il me fixait à ce moment-là de son regard clair, j'avais l'illusion que ce geste ne s'adressait qu'à moi. J'étais sur le bord du trottoir et je me suis penché vers lui. La fille m'a regardé avec une expression boudeuse. Il s'apprêtait à démarrer. Un vertige m'a saisi. J'avais envie de frapper à la vitre et de dire à Bouvière « Vous n'avez pas oublié les recharges ?» tant cette phrase m'avait intrigué l'autre soir à Pigalle. J'étais déçu à la perspective qu'elle demeurerait un mystère parmi tant d'autres mots et tant de visages surpris un instant et qui brilleront dans votre mémoire d'un scintillement d'étoiles lointaines avant de s'éteindre le jour de votre mort sans avoir livré leur secret. Je restais là sur le trottoir au milieu du groupe. J'étais gêné, je ne savais pas quoi leur dire. J'ai fini par sourire au type
à tête d'épervier, peut-être en savait-il plus long que les autres. Je lui ai demandé de manière un peu abrupte quelle était cette fille qui venait de partir en voiture avec Bouvière. Il m'a répondu sans marquer de surprise, d'une voix douce et profonde, qu'elle s'appelait Geneviève. Geneviève d'Hallam.